Vous le savez, du côté de Juste Milieu, on ne lâche rien, on ne lâchera rien sur ce projet de loi qui est en train d'être discuté en coulisses dans les couloirs de l'Assemblée nationale concernant l'aide à mourir, aussi appelée euthanasie. Et là, on hausse d'un niveau la gravité de la situation. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, je vais tout vous expliquer, les copains. On va prendre le temps vraiment de tout décortiquer. On a fait une première vidéo sur la chaîne à ce sujet. Je vais en faire une deuxième où je vais décortiquer avec vous aujourd'hui le texte en tant que tel, l'évolution des discussions, ce qui s'est dit en coulisses véritablement, parce que tout est noté. Genre, vous allez comprendre, le fil rouge de la séquence d'aujourd'hui, c'est surtout ne soyez pas complotistes. Vous allez vous fatiguer. Regardez ce qui se passe. Tout est sous nos yeux. Ils ne s'emmerdent même plus. Et ce qui se passe est bien pire, bien pire, bien pire que l'ingénierie sociale du Covid-19. Et je pèse mes mots, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, avec en plus voilà, un petit saupoudrage de franc-maçonnerie, voilà, qui fait plaisir. On va tout remettre dans l'ordre, les copains. Ceux qui veulent intervenir sur Discord, je prendrai vos interventions juste après. Je fais tout mon déroulé, comme ça je m'y perds pas, et bien sûr vous serez les bienvenus pour papoter juste après. Alors, on commence avec le rappel du déroulé. Donc, pour vous donner le contexte, ce projet de loi autour de l'aide à mourir a vu le jour à la mi-année 2024. Il a commencé à être étudié en commission des affaires sociales, mais cette étude du projet de loi a été interrompue par la dissolution. Donc, comme toute dissolution, ça met fin à l'étude des projets de loi et on revient à zéro, malgré les amendements qui ont été votés ou pas. Donc là, on est revenu à zéro. Donc, tout a commencé, la reprise des débats a eu lieu le 28 avril 2025, le jour de mon anniversaire, j'en ai du bol. Les débats ont repris et on a questionné le texte qui avait été auparavant scindé par François Bayrou, qui a dit que c'était insupportable pour lui. Donc il y a eu une partie du texte concernant les soins palliatifs, et là il y a une autre partie concernant l'aide à mourir. Je vais parler aujourd'hui de la partie concernant l'aide à mourir. Autre rappel très important, je ne questionne pas l'euthanasie en tant que telle. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, je le redis souvent, mais c'est très important parce que je vois des gens qui n'ont pas encore compris ma démarche. Le rapport à l'euthanasie est un choix individuel. C'est une question sociétale. Vous avez vos idées, j'ai les miennes, chacun a son rapport à la chose, et c'est très bien comme ça. Et je ne juge absolument pas. Je ne cherche pas à vous faire voter pour ou contre l'euthanasie. C'est pas ça. Ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, c'est un projet de loi où on parle d'euthanasie. D'ailleurs, on n'en parle même pas, on parle d'aide à mourir. Donc les mots eux-mêmes sont truqués pour mieux faire passer des choses qui n'ont rien à voir avec la situation d'une personne atteinte d'une maladie grave et dont le quotidien est invivable. Ce qu'on imagine dans une situation liée à l'euthanasie ou dans laquelle on pourrait avoir recours à l'euthanasie, ce qu'on imagine n'a rien à voir avec certaines intentions poussées dans le projet de loi. Et c'est contre ça qu'il faut se mobiliser, et c'est pour ça que nous avons lancé cette page, je vous la remontre, hein, mineurs pauvres 1,4 milliard contre l'euthanasie sans limite. C'est contre ça que Juste Milieu se mobilise, contre une euthanasie sans limite, avec un projet de loi au contour flou qui ne précise pas ses réels objectifs. Aujourd'hui, vous êtes bientôt 10 000 à avoir relayé cette page, à avoir signé cette page et l'avoir relayée. C'est évidemment trop peu. C'est évidemment trop peu. De par ce que je vais vous dire, sachez également, vous pouvez l'enregistrer si vous voulez dans vos favoris, la page. Elle sera mise à jour d'ici demain ou après-demain. Je vais me pencher dessus pour mettre à jour toutes les informations importantes pour comprendre ce qui se dit en coulisses du côté de l'Assemblée nationale. Donc je compte sur vous pour relayer et venir la consulter de temps à autre pour voir ce qui se prépare en coulisses. Alors, on revient à la chronologie. 28 avril, je vous ai expliqué. Déjà, dès le début, un terme a été changé dans le texte de loi. Il y a eu une formulation qui parlait d'un recours possible à l'euthanasie lorsqu'était engagé un pronostic vital à court ou moyen terme. Sachez que nos députés sont allés débattre, par exemple, sur la notion de court ou moyen terme, qui a été modifiée. Ils parlent désormais de phase avancée ou terminale, pour vous dire ce sur quoi nos députés jouent actuellement. On parle de l'euthanasie de vous, votre famille, vos amis, des gens que vous connaissez. Ils en sont à jouer sur des termes, avec l'objectif d'aller chercher des termes le plus flous possible pour que personne ne comprenne que dalle. C'est-à-dire que phase avancée ou terminale, rien que ça
pas avancé, c'est quoi? Ça n'est pas défini dans le projet de loi. Mais vous inquiétez pas, j'y vais crescendo, vous connaissez la maison, ça c'est rien encore. 30 avril, nos députés ont examiné les articles 6 à 13 du projet de loi. Donc, je vais vous montrer certains documents. Le projet de loi, vous pouvez le consulter, hein, évidemment, vous pouvez regarder sur Internet, il est tout à fait disponible. Dans ces articles 6 à 13, nos députés ont amendé, ont voté un amendement concernant la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir. Donc c'est là où on commence gentiment à rentrer dans le grand n'importe quoi. Donc je vais vous montrer un morceau, parce que vous savez, toutes les discussions entre nos parlementaires sont rédigées. Vous avez des comptes rendus. Quand vous allez sur les sites officiels, c'est ce que je me suis amusé à lire, si vous voulez. Donc là, on fait le boulot. Là, c'est pas le sujet, c'est pas d'inviter n'importe qui commente X sujet. Et aujourd'hui, on le fait parler de l'euthanasie. Tu vois. On essaie vraiment de faire un boulot sérieux. C'est ce que j'essaie de vous proposer. Alors oui, c'est pas sexy. Oui, ça prend du temps. Mais il faut regarder ce qu'il y a dans les projets de loi. Ce qui va d'autant plus vous étonner, à mon avis, sur le silence généralisé par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer, pour vous dire, donc ce délit d'entrave, je vous donne quelques mots avant de vous expliquer un autre concept qui a été rajouté dans la loi. Le délit d'entrave, c'est une idée simple. Ça prévoit, donc c'est l'article 18 très exactement, article 17, pardon. Je vais vous montrer ce que dit le texte de loi, hein. C'est plus simple, on ne va pas s'embêter. Regardez. Hop. Tac, il est là, regardez. Je vous lis ce qui est prévu dans la loi concernant le délit d'entrave. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir. C'est-à-dire que nos députés ont amendé, donc pour l'instant, c'est une commission. Donc, ça va être étudié à la fin du mois à l'Assemblée nationale pour voter le projet de loi. Pour l'instant, ce sont des amendements qui ont été rajoutés au texte qui sera voté ensuite à l'Assemblée. Les députés de la commission ont mis en place un délit d'entrave. C'est-à-dire que demain, mes exemples sont mesurés et réfléchis car la loi ne les encadre pas, ces exemples-là. Demain, vous avez quelqu'un dans votre famille, 64 ans, dépression, qui souhaite avoir recours à l'euthanasie. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne, vous savez que c'est un triste moment de sa vie, mais qu'elle pourra s'en relever, vous avez envie de l'encadrer, vous avez envie de l'aimer, vous avez envie de l'aider, vous allez lui dire « réfléchis, c'est peut-être pas la bonne idée ». Vous pourrez être condamné. Le travail que je fais, à vous dire « attention, ce projet de loi est dangereux, il faut en dissuader les gens qui n'en sont pas véritablement les récipiendaires directs », je peux être condamné. Donc, ce que je fais là, c'est un travail de lancement d'alerte, entre guillemets. Alors, je suis une pompe à vélo, je ne suis pas Julien Assange, je suis au courant. Mais pour vous dire ce qui est prévu, ce qui nous rappelle étrangement ce qui avait été fait pendant le Covid, où il était interdit de discuter des vaccins et compagnie. C'est pour ça que je vous dis, ce qui arrive devant nos yeux est pire que le Covid. Et personne ne bouge, y compris dans les médias alternatifs, ou presque. Je resalue Nexus, je resalue Toxin, j'attends les autres. Et peut-être qu'il y en a eu d'autres, et je les salue sans le savoir, il ne faut pas non plus déconner. Mais il y a un silence généralisé de partout, et même du côté du peuple. Vous, chers amis qui regardez l'émission, il n'est pas normal que, après avoir vu ce que je vais vous dire là, vous ne relayez pas ces informations autour de vous. C'est-à-dire que demain, vous ne pourrez pas dissuader quelqu'un, ou ne serait-ce que l'informer, d'avoir eu recours à ça. C'est ça, le délit d'entrave à l'aide à mourir, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je vais vous montrer un échange qui a eu lieu. Regardez, c'est sidérant. C'est sur le... Donc, je vous montre tout le document, comme ça, on est au clair. Compte rendu de réunion numéro 78, Commission des Affaires sociales, 17e législature, déposé le 6 mai 2025. Toutes les sources seront données en description de la vidéo que vous regardez. Regardez un extrait des échanges. Vous voyez, tout est noté, en fait. Tout est noté comme un greffier pourrait prendre note lors d'un procès. Il y a un amendement qui est déposé par un certain député qui s'appelle Thibault Bazin. Il dit, lors de cet échange, il dit « L'amendement précédent qui visait à prendre en compte le cas où la personne manifesterait une hésitation mériterait d'être examiné avec intérêt lors de la séance publique. Je propose pour ma part de préciser que la personne peut refuser l'administration de la substance létale à n'importe quelle étape de la procédure. »
c'est-à-dire une sorte de droit à l'hésitation. Regardez ce qu'on nous dit juste après. Suivant l'avis du rapporteur, la commission rejette l'amendement. Il y a deux problèmes là-dessus. C'est que déjà, nos députés sont en train de dire une personne n'aura pas un droit à l'hésitation. L'amendement est rejeté. Il ne sera pas intégré au texte qui sera voté à l'Assemblée nationale. Et deuxième problème, l'avis du rapporteur n'est même pas renseigné. C'est-à-dire que les documents qui nous sont fournis sur les sites officiels de l'Assemblée nationale.fr ne sont même pas complets. C'est-à-dire que normalement, l'avis du rapporteur, il est renseigné. On doit savoir exactement ce qu'il a dit. Le rapporteur général est M. Olivier Falorni. Regardez ma souris, là on a sa réponse. Là on nous dit ce qu'il a dit. Par contre, sur le droit à l'hésitation, ils ne se sont même pas fait chier à nous dire ce que le mec a dit, ce que le mec a répondu. Donc voilà comment sont traités ces débats en commission à l'Assemblée nationale. Pour vous donner un ordre d'idée de la gravité de ce qui est décidé et de la légèreté de ce qui est reporté au peuple. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Olivier Falorni, on va en parler dans quelques minutes. Quand je vous dis que ça ne sert à rien d'être complotiste, vous allez comprendre. Donc, voilà pour ce qui s'est passé le 30 avril, avec ce délit d'entrave. Donc, je le redis, informer sur les dangers de cette loi, à l'euthanasie sans limite, sera interdit. Comme hier, on voulait pénaliser les gens qui questionnaient, qui mettaient en doute l'efficacité du vaccin. C'est la même chose. Donc ceux qui viennent m'expliquer « Oui, mais en fait, le sujet n'est pas chaud. Oui, mais en fait, c'est pas pareil. Oui, mais en fait, c'est pas si grave. » Bon, ben, après, vous décidez. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faudra pas jouer les lanceurs d'alerte, que ce soit médias mainstream, médias alternatifs, et même du côté de vous, chers amis, du côté des citoyens, il ne faudra pas partager les trucs sur Facebook quand la loi sera votée. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de faire le travail que je fais. Demain, je n'aurai pas le droit. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, on continue. Par exemple, toujours dans le compte-rendu du 30 avril, je vous donnerai tous les liens, vous pourrez regarder évidemment, Monsieur Falorni, Olivier Falorni, rapporteur général. Donc le rapporteur général, si vous voulez, d'un projet de loi en commission, c'est un peu le chef. C'est lui qui mène les débats, qui a plus de poids sur les amendements, qui fait le relais entre toutes les personnes qui ont été consultées pour construire le projet de loi. C'est l'arbitre général, vraiment. Le rapporteur général, c'est le taulier. Là, c'est Olivier Falorni. Ce monsieur, dans le cadre des échanges que je vous ai montrés du 30 avril, explique qu'il refuse les termes d'euthanasie et de suicide assisté à cause de connotations historiques graves. C'est-à-dire, ouvertement, on manipule les mots. Et ils vous le disent, là encore, soyez pas complotistes. Ça s'appelle une euthanasie. Sauf qu'on vous dit aide à mourir. Parce qu'en fait, connotation négative historique. Donc, il ne faut pas l'appeler comme ça. Donc, ils manipulent les mots et ils vous le disent. Là encore, ne soyez pas... je vous l'ai dit, ne soyez pas complotistes. Ça ne sert à rien. Vous allez vous fatiguer. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On continue. On arrive au 2 mai. Au 2 mai, le texte est voté en commission. Il est accepté. 28 voix pour, 15 contre, une abstention. Dans cette commission, plus de 1000 amendements ont été déposés, ont été proposés pour essayer de changer le texte, de le faire évoluer dans tout ce qu'il avait de plus rude, comme je vous ai montré. Seulement 68 ont été acceptés. Pourquoi pas ? Le rendez-vous à l'Assemblée nationale pour la suite des débats est pris pour le 12 mai et le vote aura lieu le 29 mai. Donc je pouvais vous dire qu'on n'a pas fini d'en parler pendant plus d'un mois et tous ceux qui m'expliquent que c'est pas le sujet, c'est pas ça qui fait du buzz, j'en ai rien à branler. Qu'on soit bien d'accord, que ce soit réglé. On va pas du tout lâcher parce que ce qui se passe est une forme de quintessence de ce qu'on a pu voir de pire pendant le Covid. Et ils reviennent à la charge. Alors revenons sur ce délit d'entrave. Je vous ai expliqué tout à l'heure de quoi il en ressortait. On est sur une censure et un délit d'opinion clair, assez clair, sans aucune limitation. C'est-à-dire que l'amendement, le projet de loi actuel ne précise même pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle des gens du corps médical, par exemple ? Est-ce qu'on parle de n'importe quel citoyen ? Une fois de plus, les lois sont très souples, peu encadrées. Comme ça, on peut mettre un peu tout le monde dedans et personne. Donc c'est très facile, Et là, je vais vous montrer quelque chose, donc toujours concernant cet article 17, dans les échanges qui ont eu lieu en commission, je vous redis, tous les textes sont disponibles sur le site de l'Assemblée, je vous mettrai tous les liens. Je vais vous lire la justification du rapporteur Olivier Falorni concernant ce délit d'entrave.
pour vous dire comment le rapporteur général, qui est celui qui présentera le projet de loi à l'Assemblée nationale, hein, pour bien prendre au sérieux le rôle du mec. Concernant le délit d'entrave, voilà ce que dit Olivier Falorni. Ce sont là les fondements de notre contrat social. De façon plus personnelle, je considère que l'article 17 est une mesure de justice. On ne peut troubler la paix des morts, on ne pourra pas troubler celle des vivants, qui demandent simplement le droit de mourir. On ne force personne à quoi que ce soit, ni à vivre en souffrant, ni à mourir avec une aide, ni à renier ses idées. Nul n'a le devoir d'adhérer à tout changement de la société, mais nul n'a le droit d'imposer sa vérité aux autres en les empêchant d'être libres. L'article 17 ne contraint en rien ceux dont la conviction intime s'oppose à l'aide à mourir, si ce n'est qu'ils n'ont pas le droit de faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse, réduire leur liberté. Donc, on a un langage, voilà, c'est orwellien, comme on dit, c'est devenu un peu une tarte à la crème. La justification d'Olivier Falorni, c'est de dire la liberté de n'importe quel citoyen sera de pouvoir demander l'euthanasie. D'ailleurs, il te le dit, hein, les conditions dans lesquelles on peut demander l'euthanasie, c'est vivre en souffrant, mourir avec une aide, renier ses idées. Donc si votre idée c'est d'être pour l'euthanasie, personne pourra vous demander le contraire, vous interdire de le faire. Donc aujourd'hui, mourir devient une liberté. On ne va pas faire 3 heures d'analyse sur le langage, vous avez compris le renversement qui s'opère, avec un argument du rapporteur général qui te dit « vous aurez la liberté de la fermer si vous êtes contre ». Demain, vous avez un mineur de 16 ans, on y viendra sur le cas des mineurs, un mineur de 16 ans, parce que le réchauffement climatique a développé une forme de dépression climatique, il demande l'euthanasie, vous ne pourrez pas lui dire non. Parce que vous pourriez être poursuivi. Parce que c'est sa liberté de vouloir se faire buter. Voilà où on va. Voilà à peu près où on va pour vous donner les contours. Et là, une fois de plus, évidemment, j'invite nos amis fact-checkers à venir m'expliquer que tout ça est faux, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, et justement, qu'ils se sortent un petit peu les doigts parce que ça ferait parler du sujet. Donc moi, ça me va très bien si les fact-checkers parlent de ce sujet pour expliquer que je suis une pompe à vélo. Parce qu'au moins, les médias en parleront. C'est au moins l'avantage. Niveau 3 de la vidéo, pour vous dire à quel point nous sommes dans une situation grave. Le 2 mai, la commission donc, des affaires sociales dont je vous parle depuis tout à l'heure s'est accordée sur le terme de droit et non plus d'aide à mourir. Donc là encore, qui est un choix syntaxique énormissime. Les termes aussi flous, ça je vous en ai parlé et compagnie. Et il y a un monsieur qui est monté au créneau qui s'appelle Philippe Juvin, professeur Philippe Juvin. On en parlait tout à l'heure. Alors, Philippe Juvin est un monsieur qui, pendant le Covid, a fait partie de ceux qui n'étaient pas franchement dans mon équipe, qui n'étaient pas franchement dans notre équipe, on ne va pas se mentir, plutôt pro-vaccin, plutôt pour les mesures, mais comme quoi, parfois, il ne faut pas mélanger les combats, il ne faut pas tout mélanger, et en l'occurrence, c'est plus le même sujet. Et pour vous dire, même ce monsieur fait partie des députés qui montent au créneau. Vous avez la Haute Autorité de Santé. Je vais vous montrer. La Haute Autorité de Santé, alors pareil, qui a été une autorité qui, en temps de Covid, a à peu près tout permis. À peu près tout permis. Ils étaient un peu YOLO. La Haute Autorité de Santé a publié un communiqué, là encore, vous aurez le lien en description, où ils écrivent « Il n'existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à moyen terme, ni sur la notion de phase avancée, lorsqu'elles sont envisagées dans une approche individuelle. » Donc aujourd'hui, des gens comme Philippe Juvin, donc, qui fait partie de cette commission, qui est une des rares voix à s'opposer, hein, un des très exactement 15 députés à avoir voté contre, et que je salue et que je remercie, vous avez même la Haute Autorité de Santé, qui a tout permis pendant le Covid. Même ces gens-là trouvent ça abusé aujourd'hui. Des gens qui ont fermé les yeux pendant le Covid, qui n'ont pas vu le problème, trouvent que ça, c'est abusé. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du nivellement que ça crée, en fait. Parce que nous, complotistes, nous, on s'alerte pour une mouche qui pète. Déjà, en temps de Covid, on était là en disant c'est n'importe quoi. Mais des gens qui n'ont pas vu le problème dans la vaccination faussement obligatoire en temps de Covid, alertent aujourd'hui sur ce qui se passe avec l'euthanasie. Alors, je vais calmer tout de suite les esprits chagrins qui vont me dire « Ouais, mais Rémi, ils essaient de se rattraper. Ouais, mais Rémi, ni oubli, ni pardon. » Je pense qu'à un moment donné, il faut être intelligent. Et il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les combats. Il ne faut pas mélanger les situations. Et pour moi, quelqu'un qui
fait son travail d'alerte, fait son travail de député dans un moment chaud comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'euthanasie, je veux considérer cette situation-là. On réglera les comptes, on fera le bilan quand ce projet de loi d'ouverture à une euthanasie sans limite aura été refusé. Parce que si on dit, ah ben Juvin, c'est un salaud, parce qu'en fait, le Covid, il a eu ces positions-là, donc je ne soutiens pas ce mec-là, qui pourtant va dans mon sens, eh bien, je pense que c'est une erreur, et je pense que ça facilite le travail de ceux qui veulent cette euthanasie sans limite. C'est un diviser pour mieux régner. Opposons-nous à l'urgence numéro 1, on fera les comptes après. Et je ne suis pas en train de blanchir Philippe Juvin. Il a eu des positions de salaud, qu'on soit très clair. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de ceux qui poussent dans ce qui, pour moi, est le bon sens. On fera les comptes plus tard. Si on fait les comptes maintenant, on est divisé, on a moins de force, on donne gain de cause. C'est pas plus compliqué que ça. Et si demain, Philippe Juvin retourne Kazakh parce que finalement c'était un leurre, c'était un piège ou je ne sais quoi, vous saurez où me trouver pour dire que c'est une pompe à vélo, évidemment. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Donc, même la HAS qui a validé les pires des choses pendant le Covid, eh ben, je vous tiens le même raisonnement. Là, ils font leur boulot. Et je pense qu'il ne faut pas diviser le peu de force que l'on a. Donc, parce que je pense que vous avez mesuré la gravité de ce que je vous dis aussi. On ne parle pas d'un sujet secondaire ou tertiaire, soit d'accord. Philippe Juvin a fait une tribune dans le Figaro là, ces derniers jours, et il y a eu un article également pour vous dire à quel point que même ceux qui n'ont rien dit pendant le Covid montent au créneau. Vous avez eu cet article dans le Figaro que je vais vous montrer, qui dévoile d'autres zones d'ombre. Même certains médias font le taf. Le Figaro qui a fait un article qui alerte, tu vois. Je vous donne quelques extraits, je les ai mis en jaune, pour vous, là encore, vous faire prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Parmi les amendements qui ont été rajoutés au texte, ni vu ni connu. Ainsi, les amendements visant à solliciter l'avis du psychologue clinicien ou du psychiatre avant de donner un feu vert à une euthanasie ou à exclure les demandes d'aide à mourir fondées sur les souffrances psychiques ont été rejetés. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit souffrir de souffrances psychiques, il n'y a même pas besoin de solliciter l'avis d'un psychologue ou d'un psychiatre pour une souffrance psychique. Là, ça ouvre le cadre beaucoup plus largement qu'une maladie incurable. D'ailleurs, tout comme les demandes d'évaluer le risque d'abus de faiblesse des patients. Ça aussi, c'est un amendement qui a été rejeté. Ce que nous dit Philippe Juvin, pour vous dire où on en est dans la loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui, vous souffrez d'une maladie à un stade avancé, comme beaucoup de gens qui ont des insuffisances cardiaques, des diabètes, etc., vous serez éligible, a alerté Philippe Juvin, par ailleurs professeur de médecine. La loi est tellement floue, tellement mal branlée, que quelqu'un qui a un diabète avancé, à un stade avancé, peut demander l'euthanasie. Pour bien comprendre que le cadre n'existe pas, en fait. Que le cadre est en tout cas très très large. Donc ça, c'est ce qu'on a pu avoir dans le Figaro. Alors, on continue à monter d'un cran dans la gravité. Mouillez-vous la nuque. On va être pas mal. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. L'euthanasie, les francs-maçons sont bien présents dans le cadre de ce projet de loi. Je vous avais parlé de cet article du Journal du Dimanche qui évoquait l'engagement de, très exactement ce monsieur, Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, pour l'euthanasie des mineurs. Donc ça, c'était un article du Journal du Dimanche du 7 mai 2024, au moment où la première salve de débat allait ouvrir, on va dire. Mais j'ai découvert beaucoup mieux. Sinon, c'est pas marrant, je vais pas radoter. Tout le monde a autre chose à faire. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas complotistes, vous allez vous fatiguer. Ça sert à rien. Lisez les journaux, je vous donne toutes les sources de ce que je regarde, de ce que je vous dis, et ça ne sont que des sources officielles, de médias mainstream ou sur des sites du gouvernement. Ça, vous l'avez vu comme moi. On va remonter un petit peu le dossier pour vous dire à quel point la franc-maçonnerie est aux manettes, mais de manière ostensible, je veux dire, à ciel ouvert. Il n'y a pas de masque, rien n'est caché. Vraiment, pendant le Covid, ils se faisaient chier à cacher les trucs. Rien n'est caché actuellement. Vous l'avez vu, Emmanuel Macron est allé rencontrer la Grande Loge, enfin la franc-maçonnerie du côté de la Grande Loge, à Paris. C'était le 5 mai très exactement. On a eu droit à cette séquence, à cette déclaration, par exemple,
là encore, on parlait de renversement tout à l'heure, de renversement des valeurs. On nous explique que critiquer la franc-maçonnerie, c'est se rapprocher des méthodes de Vichy. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, tendez bien l'oreille parce que, attendez, je vais voir si je peux trouver une autre qualité d'image, parce que j'ai trouvé des extraits sur BFM TV et le son est dégueulasse. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver autre chose. Gna, 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 gna. Bon, c'est pas grave. Regardons ça, l'hôtel. Au fond, à la nation tout entière, s'avère d'autant plus nécessaire que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Ainsi, et sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Voilà. Donc, en plus, Emmanuel Macron, tranquillement, t'explique « Mais non, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, le dire serait se rapprocher des méthodes de Vichy. » Bon. Alors, effectivement, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec tout ça. C'est ce qu'on va creuser. C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. D'ailleurs, ça a tellement rien à voir qu'Emmanuel Macron, dans le même discours, ça doit être le fameux « en même temps », Emmanuel Macron, dans le même discours, nous a dit ceci. Écoutez. La franc-maçonnerie est aux avant-postes. Que comme les autres grandes familles spirituelles, les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental, la fin de vie, je le dis aussi ici, est une bonne chose. Je n'ai pas prévu sur ce sujet d'être trop long, et vous avez travaillé, je le sais, longuement sur celui-ci. J'ai reçu vos textes, et je veux vous en remercier. Je lis aussi tout ce qui s'écrit ou se dit sur ce sujet. Ce n'est pas là un sujet. C'est un vertige qui touche chacune et chacun d'entre nous. Mais le débat résolument ne peut être réduit à la question de savoir si on est pour la vie ou contre la vie, ou si d'un côté il y aurait un humanisme qui voudrait le traitement et de l'autre l'abandon à la mort simplement. Non. Voilà, hein. Les bonnes vieilles méthodes pour la vie contre la vie. Notez que c'est le même registre de langage que au moment des débats sur l'avortement, hein, sur l'IVG. Alors pareil, interruption volontaire de grossesse qui ne veut rien dire. On n'interrompt pas une grossesse. Un interrupteur, il allume, il l'éteint, il allume, il l'éteint. On n'interrompt pas une grossesse, on la reprend pas 2 ans plus tard. Donc IVG, c'était déjà une manipulation des termes pour les faire accepter. Et on disait déjà, il y a les pro-vie, les contre-vie, tu vois. Aux États-Unis, c'est encore ce genre d'argument, hein, sur l'avortement. Les pro-vie, les contre-vie. Bon, bah là, c'est pareil. Hein, sur l'euthanasie, c'est une question d'être pro-vie ou anti-vie, tu vois. Donc, pour vous dire la position de Macron là-dessus, qui d'un côté te dit la franc-maçonnerie n'a rien à voir là-dessus, et le dire serait se rapprocher de Vichy, et de l'autre côté te dit c'est très bien que vous vous en occupiez, c'est très bien que vous donniez votre avis. Alors que si on se fout de votre avis, on n'en a pas besoin. Bon, c'est pas grave. Puis tu sais, moi je suis con. Moi je suis un peu con. Je vais pas vous mentir, vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous le savez. Moi je suis un petit peu con, et en préparant cette vidéo, je me suis dit dans ma tête, oh, t'imagines si le rapporteur général du texte, il était lié à la franc-maçonnerie. Non, mais c'est con. La question, elle est con. Enfin, elle est débile. Personne ne peut penser ça. Dans un pays démocratique, la démocratie, tout ça, avec en plus une franc-maçonnerie qui a absolument rien à voir avec tout ça, je me suis dit, non, t'es con. Tu sais, j'ai mangé des légumes, donc moi, ça me rend grognon. J'ai souvent des idées à la con. Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, dans le doute, j'ai cherché quand même. C'est vrai que dans le doute, j'ai cherché. Parce que je suis con et je suis obstiné. Donc, c'est vraiment un truc qui est pas bon, tu vois. On rappelle hein, le rôle du rapporteur général, on rappelle, hein, c'est l'analyse, l'expertise, la rédaction du rapport, l'animation des débats, la proposition des amendements. Il représente la commission de l'Assemblée nationale, il fait la coordination, la médiation et la recherche de consensus. Donc c'est un mec qui pèse, vraiment. On nomme pas un rapporteur comme ça. Alors, dans le cadre de mes recherches pour répondre à ma question idiote, mais vraiment idiote, hein, mais l'idiot, vraiment l'idiot du village, hein, j'ai vu que y a une association qui existe, qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors eux, par exemple, ils sont pas soumis au délit d'entrave. Ben non, ils sont pour. Donc eux, il n'y a pas de problème. Tu veux te faire crever, ils sont à fond avec toi. Tu vois, il y a les membres du comité d'honneur de l'ADMD.
Alors, il y a des types, je n'ai pas compris. Hugo Frey, Nathalie Baye, François de Closet, André Comte-Sponville, Bertrand Delanoë, Raphaël Enthoven, Olivier Falorni. Oh non! Oh oh non! Oh, c'est pas possible! Olivier Falorni? Non, pas le rapporteur général quand même. Attends, je vais taper Olivier Falorni sur Twitter, voir ce qui sort. Pas possible que ce soit le même mec. Ah bah si. Si, si. Olivier Falorni, c'est lui. Ah la tuile. Oh non! Ah merde! Il est. Ben, après, bon, vous allez me dire, parce que la question elle est con au départ. Vous allez me dire, oui, mais Rémi, ton association à la con, bon, ok, ils ont un comité d'honneur super sympa, mais quel est le rapport avec la franc-maçonnerie? Et c'est vrai ça, c'est une bonne question. C'est vrai, c'est là où je me suis dit, t'es con, c'est une association, il n'y a pas de lien avec la franc-maçonnerie. Et comme il y a des associations de pétanque, de handball. Moi, je faisais partie d'une association sportive qui faisait du handball. Ils n'étaient pas liés à la franc-maçonnerie, hein. Alors, sur le terrain, on était des maçons, hein, ça c'est vrai. On avait des mains pleines de pouces, mais on n'était pas liés à la franc-maçonnerie. Alors, la DMD, est-ce qu'elle est. Alors, j'ai cherché. Tu vois, je me suis dit, elle est con, la question. J'ai trouvé un article du Journal du Dimanche, du 15 avril 2025, qui nous dit depuis près d'un demi-siècle, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, historiquement liée à la franc-maçonnerie, mène un méthodique travail militant pour obtenir la légalisation de l'euthanasie. Ah, c'est pas de bol. Ah merde. Et je l'avais pas vu venir, ça là. Je vais pas vous mentir, je l'avais pas vu venir. Merde. Ah là, c'est la tuile. Parce que d'une question con et assurément complotiste, j'en suis arrivé à constater, preuve à l'appui, que le rapporteur général pour une euthanasie sans limite est membre d'honneur d'une association, je cite le JDD, historiquement liée à la franc-maçonnerie. Donc c'est historique en plus, hein. Donc ça date, tu vois, peut-être que Brigitte Macron, elle avait que 60 ans à l'époque, hein. Donc ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps, hein. Putain. Mais ça, c'est des méthodes de Vichy. C'est là où je suis baisé. Parce que moi, je fais juste mon travail de répondre à des questions cons. Je vous l'ai dit qu'elle était con, la question. Et en fait, de dire ça, c'est Vichy. Ça se rapproche des méthodes de Vichy. Parce que c'est vrai que Vichy, alors ils étaient antisémites, ça c'est sûr et certain. Ils n'étaient pas gentils, ça c'est sûr. Mais ils étaient aussi anti-francs-maçons. Et c'est ça qui me rapproche de Vichy, que j'avais pas vu venir. Parce que moi, au départ, je fais un travail de citoyen, de dire, tiens, quand même, on est dans une démocratie éclairée et éclairante. Le rapporteur du projet de loi euthanasie, ça va quand même pas être un franc-maçon qui, eux, sont pro-euthanasie. Si. Après, c'est le hasard, hein. Moi, c'est là où mon complotisme s'arrête. Me lier avec Vichy, bon, j'adore les bonbons. Sur le côté confiserie, j'ai pas de problème. Sur le reste, bon, là, faut pas déconner. Mais après, voilà, j'en sais pas plus, hein. C'est le hasard. Là, après, c'est le hasard. Non, mais c'est pas de bol. Je veux dire, ils auraient pu prendre Sandrine Rousseau. Elle est liée à rien, Sandrine Rousseau. Elle est même pas liée à ses neurones. Donc, bon. Et là, ils ont pris Olivier Falorni. Bon, bah voilà, hein. Non, mais c'est pas de bol. C'est pas de bol. Alors, c'est vrai que j'ai creusé un petit peu encore. Parce que je me suis dit, tant pis, de toute façon, c'est bon, c'est trop tard. T'es complotiste, Rémi. Donc, je vais aller regarder la page Wikipédia de la DMD. Alors, on va me dire, Wikipédia, attention, c'est de la merde et tout. Je me suis dit, bon, au point où on en est, on est déjà dans la merde. Donc, de toute façon, on verra pas la différence. L'association a été fondée en 1980 par Pierre Simon, médecin, et l'écrivain Michel Lilanda. Alors là, je me suis dit, là, Rémi, tu passes une drôle de journée. J'ai eu la chiasse pendant 2 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tire la ficelle et je trouve des trucs de dingue. Parce que le problème de Pierre Simon, bon, ça reste entre nous. Le problème de Pierre Simon, c'est que j'en ai parlé dans une vidéo de la boîte noire il y a 2-3 mois. Par le plus grand des hasards, ce monsieur Pierre Simon était l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, très exactement entre 1969 et 1971, puis entre 1973 et 1975. Et on lui doit également l'invention du planning familial. Ouais, ouais, et c'est notamment, ce fut l'un des promoteurs de la contraception en France. Donc, qui est, si vous voulez, à l'origine de l'agenda franc-maçon depuis des décennies, hein. Et c'est lui qui a créé la DMD. Putain! Ah non, mais pourtant, je suis allé au casino. J'en ai mis des pièces dans la machine, mais je gagnais pas à ce point.
Là, je mets une pièce, je gagne. Alors, sur Pierre Simon, les amis, la vidéo, l'enquête que j'ai faite dure 25-30 minutes. C'est une vidéo pour la boîte noire. On va être très clair. Je ne peux pas tout redire ici, parce que ce serait une perte de temps. Et puis, il y a peut-être des choses qui sont peut-être encore un peu plus border que ce que je viens de vous dire. Donc, on va pas... Tu vois, déjà, je pousse un peu le curseur. Hein. Ce que je vous dis là, je crois que vous ne l'avez pas trop entendu ailleurs. Mais voilà, si on tient à la chaîne, il ne faut pas déconner non plus. Donc, ce qu'on va faire, vous connaissez la guinguette, je vais vous l'envoyer gratos, la vidéo. Comme ça, c'est réglé. Et puis, je peux enchaîner, parce que sinon, ça dure 3 heures. Donc, je vous envoie un lien. Si vous voulez savoir qui est Pierre Simon, vous découvrir l'enquête que j'ai faite pour la boîte noire là-dessus, je vous l'envoie gratuitement. Comme ça, vous avez tout le truc en entier et on est clair. On est clair, vous avez toutes les infos. Je le dis pas là, mais je veux quand même vous donner accès pour pas mettre un faux suspense et vous dire, voilà, on vous file ça gratos. Comme ça, il y a un truc complet. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, le lien est en description. Voilà. Donc au moins, vous savez qui est le bonhomme, et qui est le bonhomme qui est à l'origine de la DMD, dont Olivier Falorni est membre d'honneur. Voilà, comme ça, vous avez une filiation assez sympatoche. Donc on résume la situation, les amis. On arrive bientôt à la fin. Le projet de loi de l'euthanasie, avec toutes les largesses évoquées précédemment, dans des conditions de débat assez scandaleuses, disons-le, va être étudié à la fin du mois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez le rapporteur de ce projet de loi, qui est intimement lié à une association franc-maçonne qui milite ouvertement pour ce projet de loi d'euthanasie sans limite. C'est un comportement de dictature bananière, de république bananière. On va être très clair. C'est-à-dire que demain, sur la question des hydrocarbures, si vous avez quelqu'un qui est actionnaire majoritaire de Total, c'est un scandale. Donc c'est la même chose. Bien évidemment que nos représentants, nos parlementaires, nos élus ont le droit d'avoir leurs opinions, bien évidemment. Mais là, on est dans une situation de conflit d'intérêts scandaleuse, évidemment scandaleuse. Ils auraient pu choisir n'importe qui. Il y a 577 députés en France. Ça tombe bien, ils ont pris celui-là. Donc, c'est évidemment scandaleux ce qui est en train de se passer. C'est évidemment scandaleux. Maintenant, la situation, elle est assez claire, les amis. Il faut se battre maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui disent oui, mais Rémi, on va pas changer les choses et tout ça, oui, mais au moins on se sera battu. Vous connaissez ma posture là-dessus. Je vais pas vous faire un discours de Didier Deschamps pendant des heures. Moi, j'en ai plein le cul, pour être très franc avec vous, de tous les gens de la communauté juste milieu qui regardent, mais qui baissent les bras sans avoir rien fait. Qui disent oui, mais bon, c'est pas nous qui allons changer les choses. Eh bien, au moins, vous aurez fait quelque chose. Et vous pourrez vous regarder dans une glace. Parce que le travail que je fais là devant vous aujourd'hui, il sera interdit quand ce projet de loi sera passé. Je pourrais être condamné pour ça. Ce sera un délit d'entrave. Parce que mon travail a clairement pour but d'alerter contre cette euthanasie sans limite qui ouvrira les portes de la mort à des gens qui, avec du temps, de la réflexion, de l'amour et de l'encadrement, auraient peut-être pu changer d'avis. Et je parle bien de gens qui ne sont pas dans des situations justement de pronostic vital engagé à très court terme et dont la vie a été rendue impossible à cause d'une maladie. Je parle de gens mineurs, je parle de gens pauvres, je vous renvoie vers ma précédente vidéo où l'euthanasie économique n'est plus un tabou. Ça a été le cas en Belgique, qui a 10 ans d'avance sur la loi que nous proposons actuellement en France. En Belgique, un couple d'octogénaires a eu recours à l'euthanasie car ils ne pouvaient pas payer leur maison de retraite. Donc si demain, ce sont vos grands-parents, ce sont vos enfants, c'est quelqu'un de votre famille, de vos amis, soyez conscients que vous pourrez vous dire, déjà, je n'ai rien fait dans la capacité que j'avais, c'est-à-dire au moins d'alerter, de faire passer l'information. C'est ça que j'attends de vous, les amis. C'est que tout le monde partage le lien de cette page où nous allons faire le boulot, de vous mettre toutes les infos, de faire tout ce qu'il faut. Nous allons tout faire pour alerter, et c'est ça le plus important. Je le redis, que ce projet de loi soit étudié à l'Assemblée nationale, évidemment, mais pas par quelqu'un qui a un tel conflit d'intérêts et d'une manière aussi fermée, aussi dissimulée. À la limite, qu'on fasse un référendum. Bayrou et Macron veulent faire des référendums. Faisons un référendum sur cette question-là. Et on va voir que le peuple soit questionné sur ce qui le concerne directement. Quand bien même pour faire des économies. Parce qu'il y a déjà eu une étude qui estime qu'on peut faire 1,4 milliard d'économies par an en ouvrant plus largement l'euthanasie. Donc tout ça est bien réfléchi. J'aimerais bien être complotiste. Mais qu'on vienne m'expliquer avec tout ce que je vous ai dit, qu'on vienne m'expliquer que ce sont des conneries. Donc, je veux juste vous poser la question, les amis.
avec cet élément qui est de dire partager, relayer, alerter. Ça dépend de moi, ça dépend de vous. Faites ça. Peut-être que Macron, il s'en bat les reins, mais au moins, on aura fait ça. Et on ne pourra pas dire qu'on a baissé les bras. Parce que quand ce projet de loi sera passé, on aura quelle société entre les mains? Imaginez une période comme le Covid. On a eu le Covid-19. Admettons, on a le Covid-25. Avec cette euthanasie possible en réanimation. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit « je vais pas très bien, je me sens pas très bien », je sens que en plus il y a une pression de l'État parce que je prends un lit, parce qu'il faut libérer les lits, parce que les soignants sont débordés et compagnie. Avec une euthanasie ouverte de la sorte, on va faire quoi de ces gens-là? Ça aurait donné quoi? L'euthanasie sans limite en temps de Covid, ça aurait donné quoi? Demain, vous allez avoir des ados, on en parle aujourd'hui, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'éco-anxiété, voilà, c'est ça. Des jeunes, des ados ou des jeunes adultes qui ont une éco-anxiété, des formes de problèmes psychiques à cause du changement climatique, à cause de tout ça. On leur ouvre les portes de l'euthanasie. On fait quoi? On fait quoi avec ça? Donc, c'est là-dessus, les amis. C'est là-dessus que j'aimerais vraiment vous alerter et comprendre que tout le monde est bloqué. Tout le monde va être coincé si on ne fait rien. Je pense par exemple au corps médical. Les membres du corps médical ont une clause de conscience, qui a été d'ailleurs très largement discutée concernant l'avortement. C'est-à-dire qu'un médecin peut dire non, je refuse de pratiquer cet acte sur vous. En l'occurrence, l'euthanasie. Mais avec ce délit d'entrave, le médecin ne pourra même pas dire à son patient, par exemple un médecin de famille, qui connaît son patient depuis 20 ans, qui connaît sa vie par cœur, qui connaît ses gosses, qui connaît tout sur lui. Son patient arrive et il écoute, ma femme m'a quitté, je suis en dépression, j'ai pas le courage de me mettre une balle, je vais demander l'euthanasie. Son médecin ne pourra même pas lui dire, écoute Philippe, viens, on prend un café, détends-toi, réfléchis. Ce sera un délit d'entrave, tel que c'est formulé aujourd'hui. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui m'interpelle. C'est la société qui arrive demain, si personne ne se bouge le cul pour faire parler. Parce que vous avez bien compris qu'on n'est plus du tout dans une question d'opinion politique, religieuse ou je ne sais quoi. On est au-delà de ça. On est dans l'aboutissement d'un projet de société plus que mortifère. Parce que là, c'est vraiment l'ouverture de la mort, presque la commercialisation de la mort. On est là-dedans. Donc, c'est vraiment un appel que je lance à tout le monde, les amis. Vous, spectateurs de Juste Milieu, de ne pas rester les bras ballants en se contentant d'un commentaire YouTube. C'est très bien et je vous en remercie. Mais partagez, relayez. Il y a une page à relayer, à partager autour de vous pour alerter, pour faire passer les informations. Parce que sinon, elles ne passent pas. C'est pas juste un travail de dénonciation, c'est que les informations puissent passer. Vous avez vu les médias mainstream en parler? Même du côté des médias alternatifs, je le redis, j'invite tous les camarades, tous les amis des médias alternatifs à se sortir les doigts. Parce que ce qu'on a dénoncé pendant le Covid, concernant la censure médicale et compagnie, ils sont en train de faire pire. Ils ont essayé par la porte, ils repassent par la fenêtre. Donc, c'est à tout le monde de se sortir les doigts. Et pas comme ça, en recevant machin qui est lui-même franc-maçon et je sais pas quoi. Bon, bref. Là, c'est une question d'alerte et de transmission de l'info. Donc voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire là-dessus.